pour les entreprises. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien aborder la stratégie à travers ces enjeux, les enjeux stratégiques dans l'entreprise. Et bien sûr, on va essayer de travailler sur la définition juridique et économique de ce qu'on va appeler entreprise et surtout, qu'est-ce qu'une stratégie? Pour aller plus loin, on va essayer de s'appuyer sur deux outils assez importants en matière stratégique. Ils ne sont pas les seuls, bien évidemment, mais ils sont parmi les plus importants aujourd'hui. Voilà, pour commencer, la stratégie d'entreprise et quel est son rôle par rapport à la création de la valeur globale et bien sûr, qu'est-ce que la valeur globale? Alors, pour vraiment déjà reconnaître qu'est-ce que la valeur globale, on va essayer de remettre l'entreprise dans son contexte. Aujourd'hui, on ne va pas oublier que les entreprises vivent sur un marché concurrentiel. Toutes les fonctions dans l'entreprise sont très importantes. Elles doivent être investies du niveau de la direction générale jusqu'aux salariés de base. Mais comment aujourd'hui on peut définir la valeur globale? C'est-à-dire aujourd'hui dans le temps moderne, la stratégie ou plutôt la qualité de l'entreprise ne se repose pas que, attention, que sur sa valeur économique. C'est-à-dire en d'autres termes, si on dit qu'une entreprise fait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, est-ce qu'on a tendance à dire tiens, c'est un bon chiffre d'affaires? On ne va pas s'arrêter là. On va se demander quel est son bénéfice, quelle est sa marge, quel est son niveau d'investissement, à tous les niveaux de l'investissement. L'investissement dans la matière première, dans l'investissement organisationnel, structurel, mais aussi l'investissement, avant tout et après tout, dans l'humain, dans l'évolution des compétences de ses salariés. Alors, voyez, quand on parle aujourd'hui des sociétés, des entreprises, on va essayer de les évaluer sur leur capacité de générer cette valeur globale. C'est-à-dire être capable d'évoluer au niveau économique, mais aussi d'évoluer au niveau social. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, en plus de la valeur ajoutée économique, on va étudier dans les entreprises leur capacité, bien sûr on parle là de stratégie d'entreprise, dans leur politique sociale. Alors la politique économique seule aujourd'hui ne suffit plus. Il faut se faire différencier des autres entreprises, aller plus loin, essayer d'innover, d'aller récupérer ou plutôt intégrer des nouveaux marchés. Alors tout cela a besoin d'une politique sociale solide, d'accord? On se rappelle qu'en faisant évoluer les salariés, en travaillant sur les recherches et développement, on va bien sûr pouvoir innover énormément et surtout maintenir notre niveau stratégique assez important sur le marché qui est aujourd'hui mondial, qui est ouvert, même s'il y a des restrictions qui restent légales ou administratives, etc. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, les marchés sont beaucoup plus ouverts qu'il y a quelques années. Alors, ça, c'est aussi important à prendre en considération. Alors, qu'est-ce que veut dire la valeur globale? La valeur globale, c'est bien sûr la valeur économique, à laquelle on va ajouter la valeur, ou plutôt un ensemble de valeurs sociales. La première, on va l'appeler la valeur intellectuelle de l'entreprise. La deuxième, la valeur sociale. Et la troisième, la valeur de satisfaction. Allons voir ensemble qu'est-ce que chacune de ces valeurs veut dire pour mieux comprendre ce process qui est lié étroitement à l'amélioration stratégique d'une entreprise. Alors, j'ai cité au-delà de la valeur économique, qui reste une valeur très importante, majeure, il faut rajouter, on a dit, la valeur intellectuelle. La valeur intellectuelle, c'est la richesse du capital intellectuel de l'entreprise. Comment on le traduit? C'est par les connaissances,
La capacité des salariés à évoluer, leur expertise, leur niveau de savoir-faire et bien sûr de leurs compétences, à travers quoi? Au travers des services et des produits qu'ils vont fournir. Alors, plus on a un niveau d'expertise élevé, plus le produit fini ou le service fini est satisfaisant. On peut imaginer, bien évidemment. Au-delà, pardon, au-delà de la valeur sociale, et en plus, pardon, de la valeur sociale, on va s'intéresser à la valeur intellectuelle, pardon, on va s'intéresser à la valeur sociale. La valeur sociale exprime le niveau de sécurité dans lequel les salariés vont se sentir, c'est-à-dire sécurité, confiance en l'entreprise, en leur avenir dans l'entreprise, dans l'environnement de l'entreprise, les bénéfices financiers. Est-ce que l'entreprise mène un niveau de développement durable, c'est-à-dire est-ce que son niveau social est assez important? D'accord? Et n'oublions pas que souvent on confond, on oublie plutôt que dans le cadre du développement durable, il y a des aspects qu'on méconnaît, mais le développement durable n'est pas juste l'effort de l'entreprise pour maintenir un environnement en équilibre ou durable. Bien sûr, il y a cet aspect environnemental, écologique, mais pas que. Le développement durable, il a, je le rappelle, 3 axes majeurs. Le développement de l'environnement et le maintien d'une manière durable de l'environnement, l'écologie, c'est-à-dire, mais aussi il y a l'axe qui est relatif à un niveau social important dans les entreprises vis-à-vis de ses salariés, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, d'accord? C'est ce qu'on va appeler le commerce équitable, c'est-à-dire pas profiter de telle ou telle catégorie de population quand ils sont fournisseurs. Et pour finir, le 3e axe sur lequel on peut travailler sur le développement durable, c'est l'aspect financier. Voilà, il faut que les bénéfices au niveau financier soient équitables aussi, soient à la hauteur, etc., etc. Alors voilà, je referme la parenthèse du développement durable, mais souvent on méconnaît que pour le développement durable, on a ces 3 axes à prendre en compte et pas que l'axe environnemental et écologique. Alors, la valeur sociale, je le rappelle, elle exprime la sécurité, la confiance dans l'avenir que va générer l'entreprise en préservant l'emploi, en respectant l'environnement, les bénéfices financiers, etc., etc. Et pour finir, la 3e valeur qui va se rajouter à la valeur intellectuelle et à la valeur sociale, c'est la valeur de satisfaction. Il s'agit là de la satisfaction, c'est-à-dire le niveau et la capacité de l'entreprise de satisfaire ses clients, bien sûr de quelle manière, en répondant d'une manière efficace et efficiente à leurs attentes, en respectant les délais, avec un niveau de produit fini très important. Et bien sûr, ça c'est d'une part. Et d'autre part, c'est le niveau de la satisfaction des partenaires internes aussi de l'entreprise, c'est-à-dire le niveau de l'épanouissement des salariés professionnels, leur capacité de percevoir qu'ils vivent dans un environnement serein, ce fameux équilibre entre vie professionnelle, vie privée, bref, tous les leviers que l'entreprise peut activer pour améliorer les conditions de vie et rendre le salarié aussi satisfait. Alors, il y a, pour la valeur satisfaction, il y a un volet qui est externe, nos relations, les relations de l'entreprise avec ses partenaires externes. J'ai cité l'exemple des clients, ça peut être aussi les investisseurs, les fournisseurs, etc., etc. Alors, voilà les 3 valeurs qui vont venir se rajouter. On va les prendre en compte en plus de la valeur économique pour voir le niveau de l'entreprise, si elle est capable de s'adapter au marché. Et plus on a un niveau social important dans l'entreprise, c'est-à-dire valeur intellectuelle, valeur sociale et valeur de station importantes,
Et plus on est capable de s'adapter au marché. Et bien sûr, on peut considérer que cette entreprise est une entreprise pérenne. Voilà la valeur globale sur laquelle on peut travailler et qui peut être très importante dans les études stratégiques pour mener une vision de l'entreprise, une stratégie à long terme, c'est-à-dire 5 ans, pourquoi pas un projet quinquennal, voire plus éventuellement. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est comment la stratégie peut-elle participer, hein, si on regarde la stratégie avec cet angle création de la valeur globale, comment cette stratégie peut-elle participer à la création de valeur globale? On va prendre quelques exemples. Comment on peut agir si on maintient la valeur sociale, etc. Comment on peut agir sur l'amélioration de notre chiffre d'affaires? Il ne faut pas oublier que la raison d'être des entreprises, c'est quand même le profit, même s'il est cadré dans le cadre de droit, surtout en France. D'accord? C'est pas le profit que porte le profit. Hein. Il y a des règles qui vont aussi prohiber un chef d'entreprise trop ambitieux et qui néglige certaines règles. On est d'accord. Mais l'essence même de l'entreprise, c'est de générer, et là je parle d'entreprise commerciale. On ne peut pas ajouter ou inclure cette notion de profit, distribution du profit au niveau des associations. Alors au niveau de la valeur économique, l'amélioration par exemple de la productivité. Comment? Si je prends l'exemple de la stratégie sociale au niveau des ressources humaines, vous allez voir qu'il y a une corrélation, qu'il y a une relation directe entre notre stratégie ressources humaines, d'accord, notre politique stratégique en matière de ressources humaines et les conséquences sur cette stratégie sur notre chiffre d'affaires et notre niveau de productivité. Si je prends quelques exemples, si j'améliore par exemple les délais de recrutement, d'accord, quand tel ou tel atelier ou tel service demande aux services ressources humaines qui manque de personnel et qui souhaite qu'on le recrute parce qu'il y a des absents dans ce service, tel ou tel poste, pour, des compétences pour tel ou tel poste. Et si le service ressources humaines prend 2-3 mois pour répondre à cette requête, vous pouvez imaginer que plus on augmente le niveau des délais, et plus on risque de mettre les autres services en danger. Le choix, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le choix et la définition des profils de poste. Plus on est précis, plus on mène une communication, un échange réel, standardisé avec les différents services, voire avec les managers des différents services, plus on est à même dans les services RH de mettre en place des profils de poste correspondant réellement aux besoins des entreprises. D'accord? Et l'amélioration, par exemple, des process et de l'organisation. Si on a un process complexe, une organisation aléatoire, vous pouvez imaginer les incidences. Alors, dans ce sens-là, quand on arrive à améliorer les performances techniques, telles que la qualité, mettre en place des standards au niveau de l'organisation, les respects des délais, l'optimisation des coûts, à ça, on rajoute une amélioration de la performance de process, à savoir l'intégration des nouveaux salariés. Vous savez qu'un salarié, une fois embauché et qui ne reste pas au moins 1 an dans l'entreprise, c'est une perte pour lui et pour l'entreprise surtout. On dit, en moyenne, un cadre qui est recruté et qui part d'une manière prématurée de l'entreprise, c'est-à-dire ou sur la période d'essai ou avant 1 an d'ancienneté, il va coûter, en moyenne, hein, c'est une moyenne assez générale, l'équivalent de 3 mois bruts de salaire. Alors, vous voyez, la réduction des coûts est très importante. L'intégration des salariés et bien sûr, à ne pas négliger la qualité du management, la qualité de leadership dans l'entreprise. Et si on rajoute le tout, bien sûr, si on combine ces deux performances, et techniques et la performance du process, on va bien évidemment avoir des conséquences positives sur le chiffre d'affaires, sur la productivité et bien sûr
d'autant plus important, on améliore par la même occasion les compétences. Ça, c'est une première ou un premier exemple que j'ai orienté pour vous montrer ou vous démontrer la relation directe entre une stratégie ressources humaines adéquate et l'amélioration du chiffre d'affaires. Alors, vous voyez, le chiffre d'affaires, c'est pas juste produire pour produire. Il ne faut pas oublier que derrière les stratégies aujourd'hui de l'entreprise, la stratégie de la performance, il ne faut pas l'oublier, derrière tout ça, il y a un aspect de la gestion de l'humain. Et ça, il ne faut pas le négliger. Si on prend les exemples de l'image sociale de l'entreprise, l'image sociale qu'elle souhaite véhiculer vis-à-vis de ses salariés, mais vis-à-vis aussi de ses partenaires externes. Et on parle aujourd'hui, dans ce sens-là, de plus en plus de communication et même, on va l'appeler le marketing RH, c'est-à-dire le marketing des ressources humaines. De quelle manière? Pour améliorer l'image sociale, bien évidemment, de l'entreprise à l'extérieur. Pourquoi cela? Parce qu'on a pertinemment, toujours et systématiquement dans les entreprises, et pour mener à bien notre stratégie, on a besoin de quoi? On a besoin de potentiel, c'est-à-dire des personnes qualifiées avec une expérience ou peut-être jeunes diplômés, etc., etc. Alors, vous voyez, le centre même, l'axe principal normalement de la stratégie globale de l'entreprise reste ce niveau social. Quand on est une entreprise équitable au niveau du recrutement, on ne va pas faire une différence entre hommes ou femmes, entre les origines ethniques des personnes qui vont être recrutées. On mène plutôt une politique d'intégration des jeunes, ou plutôt de maintien de l'emploi des seniors, etc., etc. Mais bien sûr, en améliorant notre image sociale, bien sûr, derrière tout ça, il y a une réelle politique sociale, ce n'est pas que l'image. On va améliorer toujours notre niveau stratégique au niveau des ressources humaines. J'oriente mes exemples sur les ressources humaines parce que on va l'utiliser tout ça dans la deuxième partie de notre conférence de ce soir. Et pour finir, le troisième exemple que j'avais envie de vous faire partager, c'est cette fameuse valeur de satisfaction. La satisfaction, par exemple, des étudiants et des stagiaires qu'on va recevoir dans les entreprises. Sachant que, toujours dans une stratégie RH, les stagiaires sont un potentiel énorme pour l'entreprise. Parce que du moment où on a intégrer réellement les stagiaires, on peut éviter et on peut réduire le niveau de ce qu'on va appeler le départ prématuré des salariés. Parce qu'un stagiaire, quand on transforme sa convention de stagiaire en contrat, ce stagiaire connaît très bien l'entreprise, les managers avec lesquels il a été amené à travailler ce stagiaire, ils le connaissent très bien, il a déjà ses repères, et bien évidemment, on a moins de probabilité de le perdre. Mais rien n'empêche que le salarié, s'il a une meilleure opportunité ailleurs, il va aussi suivre son opportunité, ce qui est très, très logique aussi. La satisfaction des nouveaux embauchés, est-ce qu'on arrive à les intégrer correctement? Est-ce qu'on a une réelle politique d'intégration des nouveaux salariés, etc., etc. Alors, vous voyez que toutes ces valeurs sociales viennent générer et aider à améliorer notre valeur économique. Et tout cela passe par un aspect qui est stratégique. Entre-temps, j'ai reçu une question. Je vais essayer de répondre avant de procéder au QCM. Je reprends votre exemple du cadre qui ne reste pas plus d'1 an dans l'entreprise. Que voulez-vous dire par « il va coûter 3 mois de salaire » ? C'est le montant de ses indemnités? Ah non, merci pour la question. Non, c'est pas le montant de ses indemnités. Vous voyez, quand on met en place un process de recrutement, le process de recrutement n'est pas un process qui est gratuit. Il y a des heures de travail.
il y a peut-être des partenaires externes qui vont intervenir sur le process de recrutement, c'est-à-dire cabinet de recrutement, des chasseurs de tête, ça peut être des personnes spécialisées en matière des tests psychotechniques, si on veut faire passer des tests, faire une analyse du profil du salarié, son niveau de motivation, sa mémoire par exemple, etc. etc. Et bien sûr, le coût de leur travailler, des services RH, tout ça, ça se compte dans le cadre du coût qu'on a besoin de budgéter dans le cadre d'un process de recrutement. Et bien sûr, ça peut être sa formation. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit c'est une moyenne très générale dans laquelle on peut englober beaucoup de coûts qui viennent se rajouter quand on intègre un salarié. Et j'ai pris l'exemple d'un cadre. Beaucoup d'entreprises forment la première semaine ou les 2 premières semaines. Les salariés les intègrent pour leur former sur l'organisation, sur le créneau de l'entreprise, sur le matériel qu'ils ont censé d'utiliser, etc., etc. Tout ça, on va le prendre en compte pour calculer le coût du recrutement. Et je ne parle pas des indemnités. Là, c'est vraiment le coût même du recrutement. Parce que là, si on regarde du côté indemnité, on a 2 niveaux. Il y a le niveau quand il part sur période d'essai et quand au-delà de la période d'essai, là, il y a des indemnités de licenciement qui sont dues. Mais là, peu importe à quelle période, on dit qu'en règle générale, un salarié, un cadre, pour donner l'exemple du cadre qui part de l'entreprise avant 1 an, parce que pour le remplacer, on va remettre en place le process. Vous voyez, alors c'est dans ce sens-là qu'on calcule le coût. C'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé. Et merci pour la question, très très important. Voilà. Alors dans ce sens-là, je vais vous proposer le QCM avec quelques questions et bien sûr, je vous donne 1 minute de réflexion et on échange ensemble. Je reprends la main pour essayer de voir ensemble. Je vois que vous avez commencé à répondre. Alors, pour la première question, je dis la chose suivante, le management par les valeurs est une notion qui est très récente, qui date des années 90. Et là, vous avez répondu vrai et vous avez raison. La deuxième question, l'excellence et la qualité sont au cœur de la politique stratégique aujourd'hui des grandes sociétés, des grandes entreprises. Bien évidemment que c'est vrai. Pourquoi ? Tout simplement, et on va le voir justement dans la deuxième partie, parce qu'il faut savoir se différencier des concurrents. Et on va chercher à améliorer toujours, à se détacher des autres, à intégrer des nouveaux process, etc., etc. Alors, on est dans le cadre de l'excellence pour être bien positionné sur le marché aujourd'hui qui est international. Troisième question. Aujourd'hui, les entreprises sont évaluées sur leur seule valeur économique, ce qui est faux. On vient de voir que les entreprises sont évaluées surtout sur leur valeur globale, c'est-à-dire bien sûr économique, mais pas que. Il faut intégrer la valeur sociale, la valeur intellectuelle et la valeur de satisfaction. Pour la quatrième question, je vois qu'il y a des réponses très correctes, bravo. La valeur intellectuelle, la quatrième question, la valeur intellectuelle ne prend en compte que la satisfaction des clients de l'entreprise. Et ça, c'est faux aussi. La valeur intellectuelle va prendre en considération le niveau intellectuel de l'entreprise, c'est-à-dire le niveau des compétences, des savoir-faire, des connaissances et bien sûr le niveau de l'expertise des salariés dans une entreprise donnée. La cinquième question, les indicateurs relatifs au recrutement vont participer à l'appréciation de la valeur globale de l'entreprise. Bien sûr,
Et justement, dans ce sens-là que j'ai donné l'exemple, quand on a une stratégie qui est mise en place, les outils qui sont assez performants, ce sont les indicateurs et nos tableaux de bord pour voir où est-ce qu'on en est dans tout ça. Est-ce qu'on réussit notre stratégie ou on est défaillant avec notre stratégie, etc., etc. Et la sixième et dernière question, les indicateurs relatifs à la formation et à l'étude de la pyramide des âges participent à l'appréciation de la valeur intellectuelle de l'entreprise. Bien sûr, parce que la formation va être mise en place, c'est-à-dire le nombre de formations, d'heures, nombre de salariés formés, etc., etc., va participer réellement à l'augmentation et à la valorisation de la valeur intellectuelle dans l'entreprise.